On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Motro. Oui. Maureen Dor. Philippe Alfonsi. De Lyon. Et Philippe Gueluc. Bonjour. Bravo. Et Pierre, pas de nouvelles de Pierre? Pierre Bénichou, j'ai Oui. pas annoncé Pierre Bénichou. Il n'est pas arrivé peut-être. Mais si. Comme chaque vendredi. Mais s'il est là. Vous ne le reconnaissez pas parce qu'il est arrivé avec une veste de chasseur. C'est lui sous cette veste, c'est Pierre Oui, ça Bénichou. s'appelle le Friday Look. Ah oui, je reconnais sa voix. Friday look. Voilà. C'est une veste de chasseur de rhinocéros. Il a une chemise en pilou. Ah mon Pierrot, il a une chemise en pilou. Oh, c'est mignon. Vous savez, c'est le truc avec lequel on fait des pyjamas. Enlève Les tes hommes. petites mains. Il a mis son Arrête. doudou. Tu vas limite avoir une semi-érection avec mes petites mains. Oui, ben enlève tes petites mains qui font même pas le tour. Regardez, il ne dit plus rien. Ah, vous J'ai êtes trouvé le pas truc. Regardez comme un chat qui ronronne. Pas parce qu'il Et cherche une regardez, quand vous le réplique. caressez comme ça, il va se mettre à agiter la patte droite comme les chiens qui ont Vous un allez voir que réflexe bientôt il nerveux. va être aussi drôle que le chat que vous dessinez. C'est pas possible. Est-ce que c'est drôle, c'est chasse, c'est une bonne idée, ça. Ah oui, je t'ai vu. Dis donc, mais au fur et à mesure, ça se démode pas un peu. Tu devrais peut-être en faire un album, tu sais. Je trouverai jamais un éditeur. Vous savez que l'éditeur qui maintenant qui vit sur mon dos depuis Oui. depuis 20 ans avait refusé mon premier livre. Casterman, monsieur Casterman. Ouais, j'ai gardé la lettre. Il me dit non, on pense que ça marchera pas. Et alors, comment Qu'est-ce t'as qu'il fait a pour les fait changer changer d'avis? Je suis revenu à la charge un an plus tard. Et je leur ai dit, si vous le faites pas, je le fais à compte d'auteur. Ils ont dit, ah ben non, tout de même, c'est notre métier d'éditer, c'est le métier des auteurs de créer, et puis ils l'ont édité, et puis voilà. Faut-il être sûr de soi pour dire qu'on m'avait refusé? Mais on avait peut-être eu raison la première fois. Non, mais tu te rends compte, quelqu'un qui dit, tu te rends compte, il m'avait refusé. Et alors? Alors moi, je comprends On a pas. refusé Proust, on a refusé Gide, on a refusé Valérie, et on va pas refuser Gueluc. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bande dessinée, les mecs que tu cites? Proust, il avait fait l'asthme. Mais c'est difficile en bande dessinée. Bon, Gide, il avait fait mes copains. Ça a pas marché non plus. Mes copines, je crois même plutôt. Non, c'était mes copains. Bon. Et Gide, il avait pas aussi fait festival de PD à Angoulême? Non. Je comprends qu'on les refusait. C'est vrai. Philippe Alfonsi, c'est la première fois que j'ai autant d'emails sur vous. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah là, alors franchement, vous savez combien je vous apprécie, Philippe. Là, je dois dire que il y a des mails. Cyril, bon, il est plutôt rigolo, Cyril. Il dit, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi monsieur Alfonsi était l'invité récurrent d'une émission humoristique. Ça y est, j'ai trouvé. Le rapport que Philippe Alfonsi a avec l'humour, c'est qu'il rit. Bah oui. Ah, ça c'est vrai. Enfin. Eh bien moi, alors là. Il est bon camarade. Non, c'est même pas ça. C'est que je trouve ça très bien que dans cette émission, tout le monde ne croit pas qu'il doit être drôle absolument. Voilà. C'est-à-dire que sinon Vous faites il y en votre a. coming out, là. Mais non, mais tu rigoles moi. Mais non, mais moi on me dit parfois, mais écoute, franchement, t'es pas drôle. Mais je si, le moi, sais je bien. trouve ça drôle. Oui, mais moi C'est c'est à mon drôle, corps c'est drôle. défendant. C'est ça, il est pas bien. Mais sinon, je trouve ça très bien justement que Philippe ne se dise pas que parce qu'il est entouré d'humoristes, il faut absolument qu'il fasse drôle. On en a dans Vous l'émission n'êtes qui pas sont drôle, pas mais être vous drôles. meublez formidablement. Mais évidemment, je suis un petit bureau tout joli. Je n'ai que 20 ans et je vous assure qu'il n'y a pas besoin d'en avoir plus pour se rendre compte combien Alfonsi est con. Ça, c'est bien. Ça, tout c'est- de même. Ah, c'est bien. Ça, c'est Michael. Maureen, tu es ma préférée, si jolie, si marrante, et je suis souvent en accord avec toi. En plus, je me rappelle des émissions de télé pour enfants que tu faisais. Sache que tu as un admirateur en Australie, à Sydney, d'où je vous écoute par podcast. Je rassure ton homme, il n'a rien à craindre encore que... Bon, je peux changer. Oh, Voilà. ça me touche. Ah, oui, mais il voudrait vous toucher aussi, manifestement. Le reste de l'équipe est pas mal aujourd'hui. J'avoue que je préfère les anciens aux nouveaux. Et puis les nouveaux, il y en a trop. On n'a pas le temps de s'habituer. Ils changent tout le temps. Je trouve aussi. Je trouve les nouveaux, alors là, en ce moment, oh là 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 là. Puis ils ont aucune ambition, c'est de devenir des anciens. Ouais. Ça marchera pas. Polak, par exemple, ça vous énerve, ça, Pierre? Polak, non, parce que moi, j'ai arrêté d'aller dans son émission il y a 20 ans parce que je le trouvais trop vieux. Mais remarque, il y a une deuxième, non, là, il est très bon, Polak. Il est très très bon parce que tous les cons croient qu'il est cultivé, Polak. Or, il a lu, quoi? Il a lu quand il était petit un peu à l'école des trucs, et après ça, il s'est spécialisé dans les bouquins que personne n'a lus. C'est-à-dire, un hindou a écrit, vous ne connaissez pas Rabin Shungabikor? Quoi? Mais alors, non, enfin, Je vais lui transmettre à Michel. Mais il va m'entendre. C'est mon ami, en plus. C'est mon ami, enfin, quand il comprend ce que je dis. Parce qu'il est pas très intelligent. Et alors, Rabin Shumban Shekor, mais comment? Mais c'est un truc
énorme, formidable évidemment, dans vos journaux, dit-il. On n'en parle jamais, comme si lui-même procédait d'une autre planète Vous êtes de jaloux. l'intelligence. Vous êtes un jaloux, Je Pierre suis Bé- jaloux de tout. Merci d'avance de bien vouloir informer Pierre Bénichou, bouffon amateur de grands vins et de dîner en ville, que le château Latache n'a jamais existé. Le vignoble de Latache est un premier cru de Bourgogne sur la commune de Vaune-Romanée et propriété du domaine de la Romanée-Conti. On dit pas château Latache, puisqu'on ne dit pas de château. En Bourgogne, je le sais, on dit le vin Latache. Voilà, mais vous aviez dit château Latache. Non, on dit la tâche de vin, Pierre. Écoute, je trouve ça bien, ça veut dire qu'on a des auditeurs qui sont vachement connaisseurs, quoi. T'es en train de pousser comme si le type t'avait insulté. Je trouve ça bien. Mais oui. Avoir des auditeurs de qualité prouve que nous sommes Qui des picolent. qualités. Voilà, exactement. Le vin la tâche, c'était Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis mis sur le côté, sur la chaise, il me dit, mais non, profite pas pour montrer ton cul pendant que je fais ça. Vous savez la plus belle phrase que j'ai entendue? Non. C'était Françoise Giroud, qui avait plus de 80 ans. On lui demande de faire un commentaire pour un film sur la libération des femmes. Et elle dit, cette phrase bien connue, elle dit, en fait, les femmes se sont libérées au fur et à mesure que le tissu est devenu la quantité de tissu est devenue plus petite sur leur corps. Et voilà, les robes légers pour raccourcir, tout ça. Et tout d'un coup, elle s'arrête et elle dit, et le blue jean, me direz-vous? Eh bien, c'est vrai, on cache les jambes. Mais qu'est-ce qu'on montre son cul? Franchement, un jeans qui fait un beau cul, c'est rarissime. Ça dépend des culs, surtout. Évidemment. Mais comme le jeans montre le cul et que... Tel allez, qu'il est, soyons- et pas tel qu'il devrait être. Tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être, et que rares sont les femmes qui ont des beaux culs. Alors, je vais te Et dire suis une la chose, première à dire qu'il parle il y a beaucoup. quand même quelque chose à faire. Vas-y, dis-nous. C'est de toujours porter des talons. Une femme sans talons ne peut pas avoir un beau cul, à moins qu'elle soit née entre Bamako et Dakar. Sans ça, les femmes ont toujours des... Chanel disait, les talons plats, ma petite, ça fait le cul triste. Bon, C'est vrai, remets ta il faut- veste de Pardon chasseur, Pierre. Va chercher ton rimel, toi. Bah, elle est très bien maquillée ce matin. Ce matin, Mais il oui. voit pas de si Tiens, elle n'a pas parlé de ses cheveux ce matin. Non, elle est bien Oh, ça va maquillée, venir, ça presque va coiffée. Mais oui, elle les laisse pousser, c'est parce que tu les laisses pousser. Eh oui, bien sûr, regarde, Eh on a oui. la même coiffure. toi et Moi moi. C'est aussi. intéressant, c'est Ouais, intéressant. ouais, comme- Moi aussi, je les laisse pousser, Bah, on mais ça essaye marche de moins se bien. tenir au niveau de ta Et donc, conversation. toi, Alfonsi, Pierre, tu devrais les enfin, couper un peu. Oh non. Non. Tu fais pianiste de bar, comme ça. Ah oui. Tu savais Ah pas non. que Tu fais genre, il faut Oh, pas lui, l'embêter, c'est c'est un artiste, tu sais. Il joue la comparsita ici, mais il a été premier prix du Pierre, arrête, il conservatoire. ne sois pas jaloux une fois de plus. Oh Ah oui, là ça, là. Il a pour des le- cheveux Pour les cheveux, je suis d'une magnifiques. jalousie folle pour n'importe qui et pour les tiens encore plus, car ils sont magnifiques. C'est vrai. Allez, C'est vous vrai. rasez tout ça, Marcel. On va se gêner avec Philippe Alfonsi, Philippe Gueluc, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Isabelle Motro. Oh, il était émouvant, je l'ai vu aux infos là hier soir, le petit-fils Seznec, Oui. Denis Seznec, le petit-fils de Guillaume, qui pleurait en imaginant que peut-être son grand-père allait être réhabilité. Et en même temps, il se méfie encore. Il dit, est-ce que la justice saura reconnaître cet heure? Cette fois, c'est fait, je crois. Ah oui. Il y a eu 43 demandes qui ont été refusées. Si le président de cette nouvelle cour, qui est faite pour ça, ça s'appelle la cour de révision. C'est pas la cour de cassation. Parce que vous savez qu'on a le droit de faire appel d'une décision de la cour d'assises maintenant depuis peu. Donc, si le président de cette cour a dit que le cas méritait d'être revisité, d'être revu en tout cas, c'est qu'il sait qu'il va avoir non pas la réhabilitation à tout coup, non pas qu'on va le proclamer innocent, mais il va avoir le bénéfice du doute. Gueluc, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'ai lu une autre information, c'est que la famille du type qui aurait cassé le vase de Soissons demande aussi qu'on révise le procès. Parce qu'elle peut pas admettre que ce soit lui. Vous n'auriez pas combattu comme ça à ce point pendant tant d'années pour votre grand-père? Non. Non, franchement, non. Avec ce qu'il a fait pendant la guerre. Mais oui. Je sais, mais il avait ses raisons. Il devait faire vivre une famille, vous comprenez. Maureen. Je peux raconter une petite blague Oh, je belge. vous en prie. Ouais, je dois sûrement être drôle. C'est pile le moment. C'est un jeune Belge qui est en train de passer les examens pour devenir inspecteur de Est-ce que vous police. pourriez prendre l'accent belge pour Mais nous le attendez, raconter? Non, d'abord, là, c'est le narrateur. là, je raconte l'histoire. Ah, Donc, d'accord. Vous donc, savez, Poivre d'Arvor, quand il parle d'une chose qui s'est passée à Bruxelles, il ne prend pas forcément l'accent belge pour le dire. Si, maintenant, il parle comme ça. Oh, ça y est, Poivre
Poivre d'Arvor, il m'a toujours dit bonjour. Oui. Depuis que je faisais de la télévision, depuis que j'ai dit du mal de son livre, je l'ai vu jeudi, il m'a pas adressé la C'est parole. pas vrai. Je trouve qu'on fait un métier dangereux, mine de rien. Ah oui. Ah, puis non, mais c'est vrai qu'il est un peu aigri en ce moment, parce qu'évidemment, Harry Roselmack lui vole la vedette, alors ça lui Bien fait... sûr. Oh, mais ça m'a rendu Ça lui triste parce fait que du je mal. me C'est suis... que depuis qu'il sait que l'autre a un tel succès comme il vient des Antilles, lui, il sait plus appeler Poivre d'Arvor, mais Poivre de Cayenne. Bon, je peux raconter ma blague belge? Ah oui, je me disais, elle est bizarre sa blague. Donc, c'est un jeune inspecteur belge qui est en train de Quel passer... âge à peu près? Oh, bah, il doit avoir 22 Non, ans. moi j'aime bien qu'on soit précis. Vous êtes d'accord, Philippe? Alors, le prochain qui embête Maureen Dor a affaire à moi. Alors. Vas-y, ma chérie. Donc, il est en train de passer... Exprime-toi. Il est en train de passer son examen d'inspecteur. Donc ça se passe en Belgique, on est bien d'accord. Donc ça se passe en Belgique. Donc il Non, a... mais tu peux y aller franco, maintenant. Donc il a... Vas-y, Belgo, plutôt. Donc il a passé tous ses examens et il lui reste une question. Et là l'inspecteur lui dit, voilà pour votre dernière question, qui a tué Jésus-Christ? Il dit, ça je ne sais pas, dit. Eh ben écoute, tu me trouves ça pour lundi. Il rentre chez lui, il fait, maman, j'ai déjà ma première affaire de crime. Ah oui, oui. Ouais, c'est... J'ai pas dit quelle était la meilleure. Je la connaissais, mais il bon. me semble que vous avez fait une petite erreur à un moment bon, donné. c'est quoi Ah oui, oui, il y a un truc qui colle pas. C'est quoi? Non, parce que je me souviens quand on l'a raconté, celle-là, elle était drôle. Ah merde. Mais pas tout à fait comme ça. Eh bien voilà cet exemple. J'ai voulu être drôle, alors que nous avons des humoristes dans cette émission pour cela. Eh ben je me suis pris un Là, il râteau. fallait pas parler à leur place. Bon, alors l'affaire Seznec, Philippe Alfonsi, Oui. alors. C'est Marie-Lise Lebranchu qui a été Le- très importante dans cette affaire, la ministre de la Justice à l'époque, non pas à l'époque de Seznec, mais à l'époque où le petit-fils a voulu relancer l'affaire, qui a accepté de rouvrir le dossier. Oui, alors c'est extraordinaire parce que vous savez que Yves Boisset a fait un film formidable. Exact. là-dessus, hein, et Yves qui a fait un film donc pour réhabiliter Seznec, etc. a les plus grands doutes. Je trouve ça formidable. Est-ce que vous croyez qu'il veut réhabiliter le grand-père ou le nom Seznec, qui est son nom aussi? Bon, le grand-père. C'est une histoire belge, n'est-ce pas? On dit le grand-père. C'est pas mal, tu le prends bien, dis donc. Bien sûr. On peut tous prendre l'accent belge. Oui, non, ça c'est un belge bizarroïde. Ah oui? C'est un belge malade, un belge... Non, vraiment, bien que je sois vraiment très ami avec lui, je ne saurais pas dire qu'il prend bien l'accent. Mais toi, tu as l'accent de Jackie Durand, hein? Jackie Dupont. Jackie Dupont. Bien sûr, Oh si là tu là, nous celui-là. écoutes, Jackie. Jackie Dupont est un tenancier de boîte de nuit. Ah, ça m'étonne pas qu'ils prennent bien l'accent, alors. Voilà. Alors, Jackie Dupont est donc un petit bonhomme comme ça, charmantissime, qui a une boîte de nuit, mais un peu bizarroïde. Il y a que des gens plus âgés qui y vont avec des espèces Qu'est-ce que tu faisais là, alors, Pierre? Plus âgé que qui? plus âgés que moi, Que on va Polac. dire, que tout le monde. Ben oui, heureusement, parce que Et nous ne alors voulons pas de tournement de mineurs, nous frères. Et alors, c'est très drôle parce que Jackie Dupont a donc une femme qui l'appelle maman. Et il parle comme ça, Jackie Dupont. Et quand tu arrives dans sa boîte de nuit, il fait, est-ce que tu as été dire bonjour à maman? Allez, va dire bonjour à maman, s'il te plaît. Et alors, donc, il faut aller dire bonjour à sa femme. C'est comme la seule boîte de nuit où on propose des sandwichs à 1h du matin. Parlons-nous. Avez-vous vu Fabien Barthez hier soir au journal annoncer sa retraite, son départ définitif du milieu du football sans club depuis la fin de son contrat à l'Olympique de Marseille? Une seule chose aurait pu le pousser à continuer à arrêter des buts et à être dans la cage, c'est que Toulouse lui accorde une place dans son club car il voulait rester près de sa maman malade. Il était, alors je vais vous dire, pour la première fois très touchant, je trouvais Fabien Barthez hier, parce qu'il est parti, non mais c'est vrai, il est parti, on l'a pas vu à l'Elysée au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, il n'était pas là avec les autres joueurs reçus par le président Chirac. On se demandait pourquoi. Eh bien, il était allé auprès de sa mère, au chevet de sa maman, dans la région de Toulouse, dans l'Ariège très précisément. Et c'est le seul club où il aurait pu continuer sa carrière, mais ils en ont pas voulu. Qui va se moquer d'une telle volonté? Il n'y a rien de plus touchant, de plus émouvant, tout ça. Il y en a d'autres qui disent que c'est pour d'autres raisons. Canteloup, par exemple, ce matin, a fait un truc absolument Sur génial. Europe. Oh, sur Europe, c'était formidable. Il dit, moi, il n'y a que les valeurs humaines qui m'intéressent. Les aventures Et humaines. bien sûr, les aventures humaines qui m'intéressent. Et là, à Toulouse, il me proposait une aventure humaine à 150 000 euros par mois. Tandis que là, j'ai dit, à 250 000, j'aurais dit oui en faisant la tête, j'aurais préféré une aventure humaine à 300 000 euros. Bon, mais c'est honteux de dire ça, si c'est pour sa maman qui l'a fait. Mais comment ça se fait C'est Toulouse? pire de le répéter, Pierre Bénichou. Pardon? C'est pire de le répéter. Bien sûr. Mais vous avez lu que Édouard Balladur arrête aussi.
Oui. Non, pas le football, mais le. Et Lui, c'est Toulouse pas pour n'en a ça. pas voulu non plus. Lui, c'est pas pour sa maman, Balladur. Non. Il trouve qu'à un certain âge, il faut s'arrêter. Il a 77 ans. Il veut plus être dans la cage. Il a 77 ans, on vient de résilier son abonnement à Tintin. Barthez, ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que Grégory Coupet, son successeur, a été interrogé. On sait qu'il y a eu une petite guéguerre entre eux, d'ailleurs pas forcément entre eux, mais en tout cas, évidemment, ils visaient le même poste et Coupet a été sur le banc de touche pendant quasiment tous les matchs. Et quand même, il a dit, Barthez, il y a rien à dire, c'est une carrière phénoménale, j'aurais aimé faire la C'est même. peut-être la plus belle carrière de gardien de but dans l'histoire du football français. Ah, quand même, vous le reconnaissez, oui, Pierre bien Bénichou. sûr, c'est la plus belle carrière. Anelka, lui, revient en équipe de France. On ne sait pas s'il va jouer, mais en tout cas, il est sélectionné par Raymond Domenech. C'était la surprise de la sélection annoncée hier par l'entraîneur, Raymond Domenech. Il a rappelé Nicolas Anelka pour remplacer Sidney Govou. Un nouvel épisode dans la carrière chaotique de l'enfant terrible du foot français, écrit le Parisien ce matin. L'enfant terrible, rappelé en sélection. Il nous fait penser à Cantona, lui, un peu, Anelka. Oui. C'est terrible, cette carrière de joueur qui, on sait plus vraiment ce qu'il vaut, lui. Bien sûr, quand on a Anelka et le petit Dorasso, pour moi, c'est plus marrant que les autres, quand même, non? Passons sur Anelka, si vous le voulez bien, et parlons de la jeune Natacha hongroise, on l'appelle comme ça, une jeune femme qui a aujourd'hui 27 ans et qui a vécu 13 ans enfermée dans un appartement de Budapest. Voilà, ça y est, on a une nouvelle Natacha, la Natacha hongroise, l'appelle-t-on. L'histoire est plus sordide encore. Cette jeune femme de 27 ans, dont les services sociaux taisent le nom, n'a pas été séquestrée par un étranger, mais par son propre père, qui est gardien de prison, faut dire en même temps. Donc, Normal. alors, Oui, il emmenait du travail à la maison. mais c'est vrai. C'est très joli, ça. Son calvaire a duré 13 ans. Depuis ses 14 ans, son père lui interdisait de quitter l'appartement familial dans un quartier central de Budapest, sous les yeux de sa mère, gravement malade. Elle était régulièrement, c'est plus tragique, battue et violée. Non, ça c'est moche, ça. Je viens de faire un dessin pour le journal suisse pour lequel je dessine sur le thème Natacha Kampusch, et voilà, le chat a dit qu'en Autriche ils avaient une Natacha Kampusch et que dans des pays comme l'Afghanistan, etc., il y en a des milliers. Les femmes sous la burqa, c'est ça tous les jours, partout, tout le temps. Je vais être politiquement totalement incorrect. Mais pourquoi on vous laisse sortir, vous, par exemple? Sans burqa, mais enfin. Moi, je voudrais dire un truc. J'ai lu il y a une BD qui est sortie il y a quelques mois, qui est formidable, qui s'appelle Le Photographe. Et c'est l'histoire d'un photographe qui a accompagné une mission MSF en Afghanistan en 1986. Et il y a une BD qui a été faite là-dessus avec les photos du photographe. Et par exemple, la chef de mission d'MSF en Afghanistan, qui a toujours vécu en Afghanistan, disait, mais moi, quand j'étais petite, j'avais une copine qui était une fille d'une grande famille afghane et qui ne pouvait jamais sortir de chez elle. Justement, à l'époque où la burqa n'était pas du tout, les talibans n'étaient pas encore là, seules les femmes du peuple étaient voilées, mais enfin les grandes bourgeoises sortaient cheveux au vent. Eh bien, elle disait, ma copine s'est achetée d'elle-même sa burqa juste pour pouvoir sortir et avoir la paix. Et le problème de certaines femmes en Afghanistan, franchement, le problème n'est pas de porter ou pas la burqa qui leur donne ou non une liberté, elles en ont justement pas mal parce qu'elles portent la burqa, alors que dans ces civilisations, sinon une femme ne sort pas de chez elle. Elle préfère avoir la burqa et sortir que de pas l'avoir et de rester. C'est plutôt de donner l'instruction, de donner plutôt des médicaments, leur permettre... T'es en train de défendre le port de la burqa? Je suis pas en train de défendre le port de la burqa, mais que peut-être arrêtons de tout voir de notre point de vue d'occidentaux. Et quand elles ont la ménopause, elles sont à voiler à vapeur. Eh bien, ok, dans la BD, je dis ce que j'ai lu dans la BD Le Photographe, qui n'est peut-être pas complètement idiote, et peut-être que cette pensée-là mais non, mais n'est pas complètement il faut idiote. défendre la burqa parce que Non, quand on a la burqa, on a plus de liberté C'est que pas si on a... défendre Je la défends pas la burqa, je dis simplement que je pense qu'en Afghanistan, le problème n'est pas seulement que les femmes portent la burqa. Moi, je voudrais donner un conseil aux femmes afghanes qui nous écoutent, c'est que si vous portez la burqa, mettez des hauts talons, ça vous fait un joli cul. Non, franchement, plaisanter sur un sujet aussi, non, je trouve ça génial. aussi tragique. Vraiment, Pierre Bénichou. Moi, jamais je plaisanterai là-dessus. Il y a eu un malentendu une fois avec un type qui a dit à sa femme, je t'emmène au festival de burqa, mais c'est parce qu'il parlait verlan et c'était le festival romantique de Cabourg. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Gueluc, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Isabelle Motro.
Ah, c'est la nuit blanche ce week-end, Pierre Bénichou, à Paris. Hein. Vous allez pouvoir sortir, aller voir des expositions et écouter des lectures. Les musées sont ouverts toute la nuit. Oui, près de 250 artistes vont participer à cette 5e édition de la Nuit Blanche, organisée samedi soir à Paris et dans quelques villes de banlieue. Par la mairie de Paris, c'est organisé? Oui, et c'est que... Ça va être bien, mais comment ils vont faire? Ils vont ouvrir les rues pour une fois ou quoi? Parce que la mairie de Paris, en général, boucle les rues. On peut plus bouger dans les rues. Ah, c'est vrai que ce matin, c'était terrible encore dans Paris. Ah non, mais c'est épouvantable ce qui s'est passé. Et il le sait pas, ce pauvre Delanoë. Il le sait. Il commence à le savoir. Il s'est tiré une balle pas dans le pied, il s'est tiré une balle dans le moteur, quoi. Vous avez déjà essayé l'autobus, Pierre? Parce que Mais dans j'ai les essayé couloirs- l'autobus, il ne va pas plus vite. Mais si, dans les couloirs de bus, c'est magnifique. Évidemment, regardez. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais t'as Regardez raison. le politiquement correct, ça va plus vite. Non, mais maintenant, c'est vrai que l'autobus va plus vite. Si tu, ok, quand tu L'autobus prends et le taxi l'autobus, va plus vite. maintenant, dès que t'es une personne, je ne parle pas pour toi, Pierre, attention, hein. Si t'es une personne un peu âgée, si t'es une personne, avec des enfants, eh bien, tu peux pas prendre le métro parce qu'il Attends, n'y a jamais déjà, un si t'es une escalator. personne âgée Eh avec oui, des c'est enfants, vrai, c'est que c'est t'as eu vrai. des enfants très très tard. Mais ça, c'est un raisonnement, et je parle pas pour toi, c'est un raisonnement de con. ça. Tu dis, tu peux pas prendre quoi? Tu ne peux pas prendre le métro avec des jeunes enfants quand t'es une personne très âgée. Pourquoi? Parce que t'as jamais un escalator, que certaines personnes. Ah non, moi, il n'y a pas d'escalator. Moi, je le prends, le métro. T'as jamais d'escalator, tu Mais fais toi. si. Tu fais tout Non, mais toi-même. mais là, Mais tu qu'est-ce parles. que tu racontes? Mais attends, Tu prends le métro à Bruxelles ou quoi? Mais les trois quarts des Maureen, stations n'ont pas d'escalator. Maureen, tu arrête. parles là d'une personne cacochime avec Mais des très non. petits enfants. C'est pas un cas de figure non plus. Mais très, non, je très- te parle par exemple de moi, avec mes deux mouflets, avec ma poussette et avec trois choses. Je peux te dire que quand tu peux pas prendre quand tu dois trimballer ta poussette, Mais les apprends-leur mouflets, à marcher à tes etc. enfants. Oui, d'accord. Et les Ce qui tout me petits tue enfants. avec cette histoire de circulation dans Paris, c'est que les gens dans le coup comme lui, c'est-à-dire qui pour avoir 7 bagnoles, ils suent le pognon, il en comme ça, et que de temps en temps, ils ont dit tiens, il est 11h du matin, l'heure où toi t'es au charbon, tu travailles dans ton usine, dans ton machin. Lui il dit tiens, si on allait voir une exposition à la main d'or avec Miller, ou je sais pas quoi, bon, prenons l'autobus, ils prennent l'autobus. Il flâne, il maraude dans l'autobus. Mais quand tu vas au charbon comme moi, Ça, il a et que raison, t'es Pierre. là avec Ouais, ta ouais, Rolls, ouais, et tu dis, tu vas avancer, oui, non, sérieusement. Mais c'est vrai, et puis arrêtons. Arrêtons. Paris, c'est pas que les Parisiens, c'est aussi tous les banlieusards. Bien Hier, pour sûr. rentrer chez moi, j'ai mis 1h30. J'ai 3/4 d'heure uniquement dans le bois de Boulogne. Pourquoi? Mais Maureen, pourquoi il faut que tu gâches tout par une Mais aussi- réflexion idiote? Mais aussi, Pourquoi? pourquoi quand tu vas dans le bois de Boulogne, tu te déguises en fille aussi, c'est con. Et vous attendez non, combien de mais- temps à l'arrêt de bus avant qu'il y ait un Non, monsieur mais qui elle a s'arrête? raison. Mais Elle a arrêtons, raison, pensons elle à a tous les raison. banlieusards. Dans ces cas-là, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait moins de bagnoles dans Paris. Pas de problème. Moi aussi. Simplement, qu'on fasse qu'à la Défense, ça soit safe toute la nuit. Que donc, on n'ait pas peur de rentrer chez soi. Moi, dans ces cas-là, je fais tout en tram. Et pour aller le soir, simplement. Ça, c'est vrai. Bah oui, j'ai le tram, moi, pour partir de chez moi, pour aller jusqu'à la Le Défense. tram, il y a des trams déjà. à Paris. Bah oui. Bah non, la petite ceinture, il y a un tram qui va jusqu'à Ah, dis ici, donc, on voit que Moulineaux. tu le prends souvent, le transport Tu vois en commun. Moi, j'ai le tram qui m'amène jusqu'à la Moi, Défense. j'ai arrêté au moment de quand la TCRP s'est arrêtée. Oui, alors depuis, il y a eu des changements. C'est ce que c'est que la TCRP, même pas. C'est le Transport, Transport en commun de la région parisienne, qui a Ouais. été remplacé par la RATP quand c'est après la guerre. Mais avant la guerre, c'était la TCRP. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Bande de- Pendant l'occupation, on circulait bien, hein, Pierre? Pendant l'occupation, je vais te dire, je ne souhaite pas que cette période revienne. Hein. Quoique. Mais maintenant, ça me fait penser à l'occupe. D'ailleurs, Paris est occupé par les vandales. Ils ont éventré le boulevard Montparnasse, ils ont éventré le boulevard de Magenta, ils ont éventré le boulevard Saint-Marcel. Et tu as monsieur Denis Baupin qui dit L'adjoint vert à la circulation à la mairie de Paris. qu'est-ce que ça embête les bourgeois. Et lui, qu'est-ce Mais qu'il a? non, il ça est n'embête pas bobin. les bourgeois, ça embête justement le peuple. le peuple qui doit Le aller peuple bosser que- ou le peuple qui habite en banlieue. Et Le comme peuple que j'en suis, moi. Édouard Balladur a donc décidé, vous l'avez annoncé, de Voilà voir un ça- type sympathique, je ne me mettrai pas de lui. Qu'est-ce qu'il est gentil à 77 ans? Ouais. Il dit, tiens, je vais peut-être arrêter quelques années. Je vais dormir 2-3 heures et je reviens. Sérieusement. L'action publique devra prendre un cours nouveau afin que soient résolus les difficiles problèmes auxquels elle est confrontée. À ce renouveau des idées et des méthodes doit correspondre celui des personnes, a dit Édouard Balladur. Et donc, voilà, il laisse sa place. C'est bien, il a eu une belle Il va carrière. aller prendre des cours de français, sûrement, parce que écrire son dernier texte politique d'une façon aussi alambiquée, l'action publique, comment il dit? Est-ce que vous voulez relire, s'il vous plaît? L'action publique devra prendre un cours nouveau afin que soient résolus les difficiles problèmes auxquels elle est confrontée. Tu te rends compte? Ce pathos grotesque. Enfin, Édouard! Il était sympathique, il a failli être président de la République, hein, quand même, en Ah, 80.
Sympathique. Ça, il a failli, vous voyez. Vous vous rappelez qui était son lieutenant, là, qui s'agitait partout? Il s'appelait Nicolas Sarkozy. Oui, absolument. Voilà. Et les Guignols se moquaient de lui, le présentaient comme une espèce de petit freluquet. Vous vous rappelez de cette époque-là? C'est incroyable. Moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est j'ai toujours l'impression qu'il lui fallait 2 cravates, puisqu'il avait 2 mentons. Et... Moi, j'ai toujours confondu avec un pélican. Je me disais que si on ouvrait le bec, on allait trouver du poisson. Vous savez pourquoi il avait les nœuds de cravate si gros? C'est pour qu'on voit moins son Ben oui. son En goitre. fait, mais il le faisait en dessous, il faisait le nœud de cravate en dessous du goitre. Il aurait dû le faire beaucoup plus haut. Il aurait dû porter des pulls à col roulé. Enfin, d'après sa femme, c'était un bon coup. Hein. Ah oui. Sa femme, elle a un nom incroyable, s'appelle Marie-Joseph. Marie-Joseph Balladur, on se souvient qu'ils étaient montés tous les deux sur la table. C'est là où ça avait d'ailleurs commencé. Ils étaient montés Attendez, sur la table de quoi? Je vais vous raconter, vous vous souvenez pas, c'est pas Et ça. c'est quand même, je suis un Sur la spécialiste table. des campagnes présidentielles. Je Oui, suis ça quand même bien depuis sûr. presque 20 ans. Donc je me souviens très bien qu'en 95, il y a un moment donné, Balladur était largement en tête dans les sondages. Et puis alors, je ne sais pas par qui il a pu être conseillé. Peut-être par Nicolas Sarkozy d'ailleurs à l'époque, puisque c'était effectivement son bras droit. Et il s'est mis à vouloir faire plus populaire que ce qu'il était. C'est-à-dire que Ah oui, il y avait la tête de il veau, là. nous a fait le coup d'abord de l'autostop, souvenez-vous, il avait été pris en stop, je sais plus où, une histoire invraisemblable, personne n'y avait cru. Balladur fait du stop. Ensuite, il se retrouve dans un meeting et avec Marie-Joseph, ils montent sur une table et ils se mettent à danser. oui. Je vous jure que c'est vrai. Et là, d'un seul coup, et là, les sondages commencent à baisser C'est petit à petit. extraordinaire. Mais c'est pas tant parce que c'est un beau bateau quand même, Alain. La Marie-Joseph. Encore heureux qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau. Encore heureux qu'il ait fait beau, que la Marie-Joseph soit un beau bateau. Puis il y a eu scandale évidemment qui a un peu, on va dire, entaché sa carrière politique à Édouard oui. Balladur, hein, le Avec la Watergoître. petite fille, là. Quoi? Le Watergoître. Avec la petite fille, qu'est-ce qu'il vous Mais raconte? dès qu'on dit un scandale sur l'homme politique, il faut dire avec la petite fille. Et oui, comme ça laisse le discrédit sur ces gens qui nous laissent pas circuler dans Paris. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-François Derek, c'est l'heure. Notre envoyé spécial. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Laurent, Vous êtes bonjour à tous les amis. En direct de Corée du Nord. Effectivement. De Pyongyang. Pyongyang, oui, qui est effectivement la capitale et j'essaie d'en savoir un peu plus sur les essais nucléaires, vous savez, qui risquent de provoquer une crise mondiale. Ah mais c'est bien de vous déplacer aussi loin là, vraiment ça nous touche. On va en savoir plus grâce à vous sur ces essais nucléaires. Alors, quelle est votre première impression maintenant que vous avez réussi à rentrer dans ce pays très fermé? Oui, alors écoutez, vous savez, on critique beaucoup, mais il ressemble un petit peu au nôtre. Par exemple, il n'y a qu'une seule chaîne de télé, vous voyez. Qu'est-ce que vous racontez? Chez nous, il y a des dizaines de chaînes, on leur ressemble pas. Donc, avec nous, on a plein de chaînes avec des programmes très différents. Ah, autant pour moi, j'avais pas remarqué. Non, mais là-bas, quand même, en Corée du Nord, il paraît que le peuple vit dans une misère terrible. Oui, mais vous savez, il faut voir le bon côté des choses. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de queue dans les magasins. Non, bah forcément, il n'y a pas de magasin. Ah, si, il y en a deux. Ah oui. Ils se ressemblent, mais ils vendent pas la même chose. Dans l'un, il n'y a pas de riz, et dans l'autre, il n'y a pas de viande. Racontez-nous un peu votre arrivée en Corée du Nord. Alors, je suis arrivé à la gare Kim Jong-il. Ensuite, j'ai pris l'avenue Kim Jong-il. Et ensuite, j'ai tourné à gauche dans la rue Kim Jong-il. Oui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose très importante. Laquelle? Le président s'appelle Kim Jong-il. On s'en doutait un peu. Alors, est-ce que vous avez pu parler justement avec le président? Eh bien, bien sûr. Alors moi, j'y suis allé carrément. Je lui ai demandé pourquoi voulez-vous la bombe atomique alors que la population n'a rien à manger. Ah, vous n'êtes pas une main morte, bravo. Ah ben écoutez, Laurent, vous savez, je fais mon métier d'envoyé spécial. Hein. Et alors là, figurez-vous que le président m'est tombé dans les bras. Non. Eh ben oui, mais en fait, j'ai compris pourquoi, parce que l'interprète n'a pas osé traduire ma question. Lui, il a traduit « Bravo pour tout ce que vous faites contre les Américains ». Alors évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Alors après, qu'est-ce que vous lui avez dit au président? Alors là, quand j'ai compris que le traducteur disait n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi aussi. Ah oui. Alors par exemple, j'ai dit tu pues du bec, gros connard. Alors il a traduit par bravo pour tout ce que vous faites pour le peuple coréen. Je te pétonnais par vous êtes le plus grand leader mondial depuis Mao. Enfin, vous voyez. Bon. Bon, bref, vous n'en savez pas plus qu'avant sur les essais nucléaires. Malheureusement non. Hein. Ah, est-ce qu'il est possible de parler quand même avec des Coréens? Ils doivent être très méfiants, la population est méfiante, non? Non, au contraire, les gens sont très heureux d'être gouvernés par de si grands dirigeants, si sages et si clairvoyants. Là, par exemple, à nous, vous nous parlez librement, là? Bien sûr, je suis entouré très amicalement par une douzaine
d'interprète armé jusqu'aux dents, mais ça n'a absolument rien à voir. Ah, attendez, il s'éloigne. Oui, parce que je suis repéré, là. Je vais en profiter pour lancer immédiatement un appel urgent au nom de la liberté d'être gouverné par de si grands dirigeants, si sages et si clairvoyants. Bon, on a compris, là, ils sont revenus, ils sont près de vous pouvez plus rien nous dire. Vous allez quand même pouvoir sortir de ce pays? Ben écoutez, si tout se passe bien, je vous dis à lundi si vous le voulez bien, et si tout se passe un peu moins bien, je vous dis à dans 20 ans si vous le voulez bien. C'était Jean-François Derek en direct de Corée du Nord. Bravo Jean-François, merci. Ah, un mot sur Materazzi. Je sais pas si vous avez vu l'interview qu'il a accordée. C'est Materazzi. Rappelons-le une dernière fois. Il a insulté à Zidane. C'est le joueur italien. C'est celui qui a donné un coup de torse sur la tête de Zidane lors de la finale du mondial. C'est une façon de voir les choses, effectivement, mon cher Gueluc. Materazzi se dit fatigué de courir après Zidane. L'Italien s'est déclaré fatigué de tenter de faire la paix avec le Français dans une interview accordée au quotidien italien La Gazzetta del Sport. Hier, il dit, j'ai toujours dit que j'étais prêt à faire la paix, je l'ai même dit à la FIFA, je l'ai dit par oral, je l'ai dit par écrit, j'ai tout essayé, et surtout parce que c'est moi qui ai pris le coup de tête. Dans 50 ans, tout le monde se souviendra du coup de tête plutôt que de mon but. Hélas, Zidane ne veut pas faire la paix avec moi. Alors ça veut dire quand même qu'il est un peu buté, notre Zizou, là, parce que si l'autre... Bah oui, mais il aurait mieux fait d'être buteur que buté, ce jour-là. Oui. Allez savoir si Materazzi dit la vérité. L'Italien, souvent, est menteur. Oh non, pas ça, Pierre Bénichou. Oh, ça, j'adore. Ah oui? Mais oui, c'est les idiots qui disent ça, évidemment. Parlons-nous. On va se gêner, Philippe Gueluc. Philippe Alphonse, c'est Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Maureen Doy. Le livre de la semaine, Eldorado, un livre signé Laurent Godet, qui avait eu le prix Goncourt pour Le Soleil d'Escorta il y a 2 ans de ça, c'était en 2004. Alors Laurent Godet revient avec Eldorado, son dernier roman. Qui commence? C'est peut-être vous, Maureen Doy, allez-y. D'accord. Alors vous commencez par quelqu'un qui a beaucoup aimé. Ah, très bien. Donc voilà, donc je vais vous faire le pitch du livre d'Eldorado. En fait, il y a 2 histoires en parallèle. On suit 2 histoires en parallèle. On suit la première histoire, l'histoire d'un capitaine de frégate qui est chargé par les Italiens d'arraisonner tous les migrants qui arrivent en bateau pour venir en Europe. Et ce type est donc là pour arraisonner. Et un jour, il arraisonne un bateau. C'est très bien décrit dans le livre. À quelle époque? Il faut dire à quelle époque. Ah, maintenant, ça se passe maintenant, dans les années 2000. Si vous... Oui, c'est ça. Ah, vous n'avez pas lu le livre, vous, Pierre Bénichou? Vous venez de vous faire piéger grave, là. Il faut pas que je l'ouvre, moi. Le livre ou la bouche? Tout ce que je dis est retenu contre moi. Mais non, c'était pour essayer de la piéger. Allez-y, Maureen. Et cet homme, un jour, voit sa vie changer par le regard d'une femme qui raconte son histoire quelques années plus tard, une histoire atroce de cette femme qui a dû jeter son bébé par-dessus bord quand son bébé est mort après avoir passé plusieurs jours en mer. Et donc il va changer de camp. Enfin bon, ça je vous raconte pas toute l'histoire du bouquin. Et parallèlement à ça, il ne va plus être celui qui traque les émigrants, celui qui aide les réfugiés, mais il va être celui qui aide. Il va en tout cas partir. Mais ce qui est formidable, c'est qu'en même temps, dans ce livre, si tu permets, il y a une autre. C'est une grande leçon pour tous ceux qui écoutent cette émission. Comment ce type va réussir à parler d'un livre qu'il n'a pas lu? C'est facile. Il a fait ça toute sa vie au Nouvel Observateur. Il y a un double maillage, et on voit, justement, à l'autre bout de la chaîne, 2 frères au Soudan. 2 frères au Soudan qui, eux, rêvent à l'Eldorado. Il vient de lire le 4e de couverture, ce qui lui permet de mettre quelques arguments de à faire plus. ce voyage. Et est-ce que les 2 frères vont arriver? Les 2 frères vont arriver. Si les 2 frères vont arriver, eh bien, vous le saurez en disant Eldorado de Laurent Godet, ancien prix Goncourt, le seul prix Goncourt dont j'ai oublié le nom. C'est pas vrai. Bon, en tout cas, Maureen a pitié, vous avez adoré ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve que il décrit d'une manière très pleine de noblesse. Toute cette manière, d'un côté, ce capitaine qui vit ça, qui garde la citadelle, comme il dit. On les a éduqués pour dire que l'Europe était une citadelle que des gens voulaient absolument abattre, investir. Et d'un autre côté, il y a toute cette description de ce Soudanais qui va partir. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça très beau,
très humble et très digne. Je trouve que c'est un livre très digne. Alfonsi. Oui, c'est un très beau livre. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Ce qui est, je crois, le plus fort dans ce livre, c'est en effet cet officier de marine italien qui, non pas change de camp, mais qui tout d'un coup abandonne cette position de défenseur de la citadelle Europe, parce qu'en effet, il a rencontré cette femme, parce qu'il a croisé je ne sais combien de bateaux comme ça où dérivaient des gens abandonnés à eux-mêmes alors qu'on leur a pris tout leur argent, et qui crèvent en pleine mer, et qui, de toute façon, quand il les livre à la police ensuite, vont recommencer. À recommencer, ils vont à nouveau risquer leur vie. Et c'est ça qui est le plus fort, et c'est en effet l'histoire parallèle de deux Soudanais nous le montre également, c'est qu'ils sont prêts à tout pour arriver dans l'Eldorado européen. Et ce qui est le plus fort du livre, c'est que cet officier tout d'un coup décide en effet de faire le mouvement inverse. Il achète une petite barque et il traverse la Méditerranée vers la Libye. Et il va aller là-bas, en Afrique, pour essayer de comprendre pourquoi ces gens se lancent à l'assaut de la citadelle Europe. Et il va essayer de leur faire comprendre que ça n'est pas un Eldorado. Et il y a une scène dans ce livre la plus forte, je crois, c'est quand il est dans l'autocar en Algérie et qu'il essaye d'expliquer à ces gens que ça n'est pas un Eldorado. Et non seulement les gens, peu à peu, lui tournent le dos, ne l'écoutent plus, ne lui tendent plus la main et finissent par le débarquer en plein désert parce qu'ils ne veulent pas entendre ça. Parce que c'est l'espoir extraordinaire de pouvoir aller ailleurs, de pouvoir venir chez nous, et que si on leur dit que c'est pas vrai, c'est épouvantable, tout s'arrête. Isabelle Motro. Oui, alors moi j'ai pas du tout marché à ce livre, hein. Je suis désolée. Moi, je n'aime pas le monsieur. Qu'est-ce qu'il faut alors? Non, c'est pas ça, c'est que je n'y crois pas. Je peux pas dire autrement. Je n'aime pas la façon dont il écrit. Donc du coup, ça me met hors de l'histoire en permanence parce que je trouve que c'est pas très bien écrit, je suis désolée. Et non, moi j'ai dès l'arrivée de cette femme qui lui demande qui lui demande une arme pour se venger, donc le début du livre, rien que ça déjà, j'ai trouvé ça invraisemblable. Je sais pas, je trouve qu'il y a effectivement des passages poignants, mais parce que ce sont des vrais des passages de réalité, des bouts de réalité qu'il a mis dans le livre. Oui, mais je sais pas, le livre entier, ça, pour moi, c'est comme ça tient pas, quoi. C'est comme si, alors il y a des passages de bravoure comme ça, effectivement, qui sait décrire parce qu'il les a piqués aux infos, etc. Et il les a mis. Dur. Non mais c'est vrai. Non mais c'est pas dur, c'est vrai. Enfin, il y a plein de gens qui font ça, qui émaillent leurs romans de choses Je suis vraies. d'accord, mais il faut encore savoir l'exprimer. Mais justement, moi j'ai pas marché du tout, quoi. Qu'en avez-vous pensé, Philippe Gueluc? Moi, je suis rentré dedans, totalement. Et j'étais très touché par l'histoire de ce commandant de navire dont la vie bascule et qui se dit au fond qu'il a un sale rôle, qui est à un moment d'ailleurs, il y a une autre scène, on dit tous, il y a une scène qui est formidable, etc. Mais il est là, il a sauvé en mer deux barques de sauvetage remplies de types qui ont été débarqués comme ça par des passeurs ignobles. Et donc, il y a 3 chaloupes de sauvetage qui ont fait naufrage dans la tempête et il arrive à sauver 2 cargaisons de bons hommes, d'humains. Et sur le voyage dans le voyage vers le port, il y a un type qui parle l'italien qui vient lui dire, écoutez, il dit, vous pourriez le faire. Il dit, cachez-moi dans votre bureau, dans votre cabine, n'importe quoi, et laissez-moi débarquer en Italie. Ne me renvoyez pas avec tous les autres dans mon pays. Et c'est pour vous, c'est très peu de choses. Et pour moi, ça va changer tout. Ça va changer ma vie, mon existence. Et il dit non, je peux pas le faire. Il refuse. Et au moment de faire débarquer les migrants, il croise le regard du type. Il va presque changer d'avis en disant celui-là, je vais le cacher. Et puis il le laisse passer. Et c'est aussi ça un déclencheur. Et il se dit, je fais un boulot de merde. Et il remet toute sa vie en question. Comme le disait Philippe Alfonsi, il part, il abandonne tous ses biens matériels, il achète un bateau, il traverse dans l'autre sens, et il se rend compte qu'il était arrivé au bout de sa vie, que sa vie n'avait plus d'intérêt, n'avait plus de sens, qu'il avait été marié, il avait plus d'histoire d'amour, plus d'histoire de couple, il était seul, il vivait juste pour empêcher des gens d'arriver en Europe. En conclusion, qu'est-ce qu'on dit, Pierre Bénichou? On le conseille ou pas, ce livre? Ah, moi, oui. Heureusement que tu dis ça, je te jure que t'aurais dit le contraire. Non, je le Bien, conseille. On peut dire aux auditeurs, Pierre, tous les deux, on peut dire, lisez ce livre, comme ça vous nous direz. Voilà. Ça, vous nous raconterez. Et puis ça changera peut-être un peu le regard des gens sur la condition des gens qui viennent d'Afrique d'ailleurs et qui veulent vivre dans un monde libre et opulent. En tout cas, vous m'avez donné envie de le lire. Bon, Isabelle Motro, je sens que vous êtes un peu de parti pris, que vous n'aimez pas l'auteur, l'écrivain, Laurent Godet, je sais pas, il y a une histoire. Mais je le connais pas du tout. Tu avais déjà pas aimé le... Ah oui, mais toi, je crois que tu n'aimes pas. Ah non, mais moi, je suis fidèle à mes goûts, c'est-à-dire que j'aime pas la façon dont tu l'écris, donc. Celui-ci, en tout cas, c'est Eldorado, signé Laurent Godet, c'est chez Actes Sud.
de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Rock voisine et Neil Diamond, deux chansons qui se ressemblent. Ah, ça fait du bien de retrouver cette bonne vieille rubrique qui nous tient tant à cœur. Alors, une chanson qui date de 1972, c'est celle de Neil Diamond. Laquelle? Play Me, joue-moi. Elle date donc de 1972. Et puis, on retrouve pratiquement la même mélodie, les mêmes harmonies dans une chanson qu'a sorti 18 ans plus tard notre ami Rock voisine. Votre ami, moi, rien à voir avec lui. Ah ben, je le connais, je peux presque dire que c'est un ami. Oui. Ah oui, c'est vrai, vous connaissez Rock voisine? Oui, oui. Dans quelles circonstances vous êtes rencontrés, Serge Liado? Dans une émission de radio où justement je lui ai montré quelques chansons ressemblantes. Il est très intéressé par le sujet. Ah, il est pas con, il faut dire Rock voisine. Hein. Ouais, très sympa. Il a oublié d'être con, Rock voisine. Ah ouais. Et alors, curieusement, celle-là, j'avais pas encore déniché cette ressemblance-là. Il n'est pas comme Bécassine, hein. Bécassine, c'est ma Rock voisine. N'importe quoi. Et Neil Diamond, qui a été copié aussi par sa cousine, Caroline Diamond, qui... Caroline Diamond. Rock voisine et Neil Diamond, deux chansons qui se ressemblent. For I've been lonely, in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where, come lately. And I was nighttime. She was a woman, frozen in a picture. One day woke up to find her lying beside my bed. Softly said, come take me to reach and touch from the outside. C'est du plagiat, crie Maureen Dor. Elle a tout à fait raison. J'ai pas osé le dire, mais c'est vrai. C'est un plagiat manifeste. Mais dites-moi, est-ce que c'était pas Neil Diamond qu'on entendait? Oui, c'était bien Neil Diamond. Parce que Laurent parlait de Neil Diamond. Oui, c'est la prononciation du Havre. Hein. Salopard, Gueuluc. C'est quand même pas un Belge qui va me donner des leçons d'anglais. Évidemment que c'est un Belge qui va me donner des leçons d'anglais. Je pense qu'un Péruvien pourrait vous donner des leçons d'anglais. La chanson flash du jour, mon cher Serge Liado, est une chanson, soyons honnêtes, que nous avions déjà quelque peu diffusée, une fois en tout cas sur cette antenne, mais comme elle revient d'actualité, vous vous êtes dit pourquoi se casser, on va la repasser. Exactement. Et puis je l'ai réorchestrée entre-temps. Ah, alors expliquez pourquoi. Oui, Qu'est-ce que vous avez entendu aux infos qui vous êtes dit tiens, on va ressortir celle-là des tiroirs? Ah oui, parce que quand j'en avais parlé, c'était juste embryonnaire, alors qu'aujourd'hui, George Bush vient de signer l'autorisation de construire un mur de 1200 km à la frontière mexicaine pour, disent-ils, tenter d'endiguer l'immigration clandestine. Voilà. Alors, ça méritait quand même une chanson typiquement mexicaine. C'est parti. La décision américaine de faire construire un grand mur à la frontière mexicaine, aujourd'hui déchaîne des passions, bien sûr, ce projet fou, d'après eux réduira bientôt à rien du tout l'immigration des latinos. Ce mur de 1000 kilomètres, c'est la honte d'une nation. Oui, mais au moins ça va permettre aux braves Mexicains peut-être de ne plus voir des Mexicans. Mexico, 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 Mexico. Bravo Serge Liado, elle méritait d'être ressortie cette chanson, franchement. Merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end, comme ça vous aurez le temps d'écrire 3 ou 4, 5 chansons flash pour la semaine prochaine. Merci, à lundi. À lundi, salut. Puisqu'on est dans la chanson, Sylvie Vartan a été décorée hier par le ministre de la Culture et de la Communication, monsieur Renaud de Vabre, qui a dit « Je ne vais pas ici ce soir égrener la longue liste des succès qui ont jalonné votre immense carrière. » Il a salué le ministre, l'une des plus prestigieuses ambassadrices de la chanson, comme de l'élégance française, en la personne de Sylvie Vartan, et aussi une femme de cœur qui a fait de sa renommée mondiale le fer de lance de ce combat contre la misère, notamment en Bulgarie.
Voilà. Le mari de Sylvie était là, le producteur américain Tony Scotti et quelques amis. Et elle a répondu, évidemment, c'est comme ça qu'on fait, donc quand on remet une petite décoration. Sauf au président de la République. Quand on répond pas. Si c'est le président de la République qui vous décore, on ne lui répond pas. Je suis né dans les Balkans à une époque très difficile et c'est grâce au courage de mes parents et à l'amour de la France que tout a été possible. Enfin, il l'a pas dit comme ça. Non, elle n'a pas dit que tout a été possible. Elle a perdu son accent bulgare. Hein. Ah oui, mais il y a encore des vrais morceaux entiers dedans. Non, elle est géniale, Sylvie. Moi, c'est une femme que j'adore. Bon, elle a un état adorable, elle mérite toutes les décorations. Qu'est-ce que vous chantiez, Maureen? Son tube là, Maritza, c'est malala. C'est une de ses. C'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. On adore cette chanson et c'est celle-ci que j'ai justement choisie, Maureen Dor, pour illustrer. Alors passez la vite qu'elle arrête, que Maureen arrête. Vous me la faites juste pour qu'on compare, juste un peu. Alors, c'est immonde. Allez, faites-la moi, juste. Je viens de le faire. Avec Sylvie Vartan, le concours est pas dur quand même. Hein, c'est pas la calasse qu'on va passer non plus. Ça y est, t'avais été gentil pour une fois avec quelqu'un, voilà. Non, elle est pas réputée pour chanter juste, Sylvie. Sylvie, elle chante pas juste. Sa voix est. On adore sa voix, mais on sait qu'elle a souvent chanté en playback, que c'est quelqu'un qui voilà. Mais attendez, mais je crois qu'elle chante en playback surtout parce qu'elle bougeait beaucoup, elle dansait énormément. Oui, mais elle bougeait beaucoup parce qu'elle savait pas chanter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on l'adore, voilà. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Chanson de Charles Aznavour. L'amour, c'est comme une cigarette, ça fume et ça monte à la tête. J'ai un problème. Je crois bien que je t'aime. Quel ramassis de paroles idiotes quand même. Excusez-moi, mais on décore un truc. J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. C'est ça, c'est une chanson idiote, c'est pas mieux qu'Eldorado, non? J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Oui, bah d'accord, Michael, parce que jamais une fille t'a dit ça, toi. On va se gêner les dernières minutes avec Philippe Alfonsi, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Isabelle Motro et Monique Pantel, comme prévu. Bonjour Monique. Bonjour. Nous allons parler cinéma, les films sortis mercredi dernier. Et commençons, pourquoi pas, par Le Grand Maulne avec Nicolas Duvauchel justement. Et Jean-Baptiste Monnier. Justement, ça va pas du tout. Ah, pourquoi? Parce que je suis grand-mérophile. C'est-à-dire? Je suis tombée amoureuse des deux petits du Grand Maulne, Nicolas Dufauchel et Jean-Baptiste Monnier. Et du coup, j'adore tout le film. Ah, il paraît que c'est très réussi. Ah, c'est très réussi, c'est une très jolie histoire qui est très très bien racontée. Très classique. Ça fait du bien de voir ça. Moi, ça m'a fait du bien. C'est du cinéma français classique. Ah oui, mais bien, du bon cinéma français avec un beau dialogue, Madame Motro, et c'est très bien. On comprend, c'est un ennui pour certains critiques. Jean-Pierre Mariel aussi, évidemment. Il est divin. Parfait pour Le Grand Maulne. Passons alors au Parfum, ce best-seller enfin adapté au cinéma. Plusieurs tentatives avaient été effectuées. C'est Tom Tykwer qui aurait enfin réussi à adapter Le Parfum. D'ailleurs, a-t-il réussi? Non. C'est nauséabond. Le roman de Patrick Suskind, on dit, Suskind, était passionnant, envoûtant, inoubliable. Un auteur allemand qui d'ailleurs aussi avait écrit la fameuse contrebasse jouée pendant des mois et des mois par Jacques Villeray au théâtre. Et le roman était sublime, vraiment sublime. Le Parfum. Le film est sinistre, antipathique, écœurant. Mais quelle idée funeste d'adapter au cinéma une histoire basée sur les odeurs. Le Parfum s'est envolé. Il ne reste que l'histoire atroce de ce pauvre garçon. Mais pourtant, c'était aussi une gageure quand il s'agissait de la littérature. Et... Non, parce que en littérature, on peut tout imaginer. Oui. Ah non, c'est pas pareil. Alors, il reste l'histoire atroce de ce petit grenouille qui, tout d'un coup, parce qu'il n'a pas d'odeur corporelle, contrairement à beaucoup de gens qui prennent le métro. Alors il en veut une odeur corporelle et il va devenir un grand parfumeur. Et d'abord il demande les conseils. D'abord il faut dire qu'il est doué pour une seule chose, pour les odeurs. Donc il va demander les conseils d'un maître parfumeur, Dustin Hoffman, dans le plus mauvais rôle de sa carrière. Et Grenouille, après il part dans... Il paraît qu'il est très bien le comédien qui joue Grenouille, Ben Whishaw. Ah, il est très bien, oui, mais d'accord, mais d'un rôle sinistre, il tue les jeunes filles. Moi j'aime pas ça. Allez, passons au pressentiment. Le premier film en tant que réalisateur de Jean-Pierre Daroussin, qui joue aussi dans son film avec Valérie Strau. Alors,
Eh ben, j'ai pas eu le pressentiment que j'allais m'emmerder. Pourtant, j'aime beaucoup Daroussin, l'acteur, mais pas le metteur en scène. Mais pourquoi est-il allé chercher cette vieille histoire tirée d'un livre paru il y a au moins 10 ans? Un grand bourgeois qui laisse tout tomber pour aller vivre rue Saint-Maur. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont contre la rue Saint-Maur? Qui est très bien, cette rue Saint-Maur. Alors, ça fout la merde dans sa famille de grands bourgeois. Du coup, Daroussin s'est fait pousser les cheveux, la barbe, la moustache même, pour assumer ça. Bon, Voilà. si c'est tout ce que tu remarques dans le film, alors évidemment, c'était pas la peine d'y aller. Très hein. ennuyeux. Non, pas du tout. J'aurais tendance à croire Monique Pantel Oui, sur ce mais coup-là. vous avez tort, ça n'est pas du tout très ennuyeux. C'est un film extrêmement bien réussi. Moi, je me suis pas ennuyée une seconde. J'ai trouvé ça très réussi et très subtil. Bon, et bah très écoutez, il faut que j'aille le voir, je vous dirai qui a raison. On n'y va pas, mon chéri. Dans Paris, un film de Christophe Honoré avec Romain Duris et Louis Garrel qui jouent deux frères et leurs parents sont joués par Marie-France Pizier et Guy Marchand. Et Guy Marchand est formidable. Alors, Il est un peu collant comme père, mais moi j'aurais aimé en avoir un comme ça. Il leur fait tout le temps à manger. il y a tout sur ce film, de très mauvaises critiques, mais de très très bonnes Moi aussi. j'aime pas, je vous le dis tout de suite, Aïe. c'est pas mon genre ce film. Un film d'auteur. Alors l'un des deux frères, c'est Romain Duris, il veut se suicider. L'autre, Louis Garrel, il veut baiser tout le monde. Le père veut leur faire à bouffer tout le temps. Et ça parle beaucoup. De temps en temps, deux fois quand même, celui qui veut se suicider se jette dans la Seine. Bon, on le ramasse. C'est Romain Duris. Oui, et beaucoup de gens disent beaucoup de bien de ce film, qui se recommande de la nouvelle vague. Isabelle Motro. Non, alors moi, j'ai pas du tout aimé non plus. Preuve que je n'aime pas systématiquement les films d'auteur. C'est marrant parce que moi je l'ai vu en revanche et j'ai bien aimé. Ah bah moi j'ai Alors, trouvé vous qu'il voyez, y avait L'idée a l'air certaines. formidable, moi, je trouve. Non mais il y a certaines scènes qui sont réussies, mais c'est très long quand même ce film, non? C'est un peu long. Terminons avec le film de Tony Gatliff qui justement avait révélé dans son film Gadjodilo Romain Duris. Et ce film c'est Transylvania qui est sorti mercredi avec Asia Argento et Amira Kazar. C'est un film Europe, et j'aurais voulu l'adorer. Mais au début, tout ce folklore transylvanien, cette hystérie et tout ça, ces chants, ces danses, ça m'a endormi, c'était pourtant le matin. C'est très musical ce Oui, film. oui, ça, ou alors pour être musical, oui. Et tout d'un coup, ça s'anime avec l'arrivée d'un acteur turc génial, il s'appelle, je crois, Biro Ounel. Oui, c'est ça. Il est formidable. Il rencontre Asia Argento qui nous a bien emmerdés jusque-là. Et tout d'un coup, leur rencontre est passionnante. Ils vivent dans la bagnole du gars. Ils boivent beaucoup de vodka. Ils chantent et tout ça. Ils sont très slaves, bien qu'ils ne se lavent pas. Mais c'est très bien. Isabelle Motro. Oui, moi je trouve qu'il y a un charme dans ce film extraordinaire. C'est vrai que honnêtement, j'y suis allée un peu à reculons parce que c'est pas trop ma came comme on dit vulgairement. Mais Avant on disait tasse de thé. Vous vous rendez compte que le thé a été remplacé par la drogue? Mais faut avouer que passer le côté un tout petit peu pittoresco, folklorique, de temps en temps, c'est vrai qu'il en fait un petit peu beaucoup, Tony Gatliff, mais on sent que c'est sa passion aussi. Ça d'accord, mais enfin, il y en vraiment. a marre, l'histoire de gitans. Mais en plus, on découvre la Transylvanie. Moi, personnellement, c'est un pays que je connais pas du tout. Quand même, Dracula. C'est le bah pays oui, de mais enfin, Dracula, ça a bien oui. changé. C'est toujours Ça a aussi changé depuis inquiétant. Dracula. Avec ces On est espèces passé sous le d'usines. second vampire. Ah non, mais il y a ces du sang, il y a du sang espèces neuf en Transylvanie. Ces espèces d'usines vides comme ça, aïe, ces aïe, aïe, paysages aïe, aïe. extraordinairement qui vous flanquent la chair de poule. Il y a des personnages incroyables. Non, vraiment, c'est un film qui Bon, mais alors, c'est la Transylvanie ou c'est Saint-Ouen niveau gitan? Transylvanie, fraise pistache. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Écoutez, franchement, on va essayer de résumer tout ça. C'est pas facile. On va dire qu'il y a unanimité autour du Grand Maulne, ce film français avec Nicolas Duvauchel et Jean-Baptiste Monnier. L'adaptation, deuxième adaptation. Il y avait déjà eu un film avec Brigitte Fossé il y a quelques années. Le Grand Maulne réussit donc ce remake, on peut dire, réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe. Loin devant le parfum que vous avez moyennement apprécié. On va dire que le pressentiment est quand même conseillé par Isabelle Motro. Oui. Même si ce film de Jean-Pierre Daroussin plaît beaucoup moins à Monique Pantel. Donc c'est bon signe. Dans Paris, il faut y aller. Oh, c'est pas vrai. Il faut y aller pour Romain Duris et Louis Garrel. Et puis Transylvania, pour tous ceux qui avaient aimé Gadjodilo, je pense qu'ils aimeront quand même, parce que c'est vrai que ces films musicaux qui vous transportent et qui vous font faire un voyage à travers la Transylvanie, la Roumanie, bah écoutez, voilà, allez-y, courez-y, Transylvania. Merci Monique Pantel, on se retrouve nous lundi à 16h30 sur Europe 1.